Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous proposer un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X OpenTri. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, si c'est moi qui fais l'intro, c'est pas moi qui vous propose un épisode, mais c'est plus Charlie et Max qui ont proposé un live sur la chaîne YouTube OpenTri il y a quelques jours et qu'on vous rediffuse aujourd'hui sous forme de podcast. Alors on va s'attaquer à un sujet clé pour tous les cyclistes et triathlètes qui est l'aérodynamisme. Parce que oui, sur un triathlon, la partie vélo représente plus de 50% du temps d'effort et optimiser son aérodynamisme, c'est gagner des minutes précieuses et de la qualité sans pédaler plus fort pour pouvoir courir plus vite et dans de meilleures conditions. Pour en parler, je l'ai dit, Charlie a eu la chance d'être entouré par Max, le coach principal de chez OpenTri. C'est celui qui conçoit les programmes d'entraînement, qui rédige les articles, qui teste du matériel et qui répond à toutes les questions sur le forum. Si vous suivez l'un des plans d'entraînement d'OpenTri, c'est lui qui va vous guider dans votre progression. Donc aujourd'hui, Charlie et Max vont démystifier l'aérodynamisme. Ils vont vous permettre de voir comment il impacte vos performances et surtout vous donner des conseils concrets et applicables, quel que soit votre niveau. Position, équipement, choix du matériel, vous allez repartir avec des astuces directement exploitables pour aller plus vite sans effort supplémentaire. Et en bonus, cette semaine, sur le site OpenTri, la ressource spéciale de la semaine répond à la question « Qui est le meilleur triathlète français ?» Une question qui fait débat et qu'OpenTri a creusé pour vous. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Je vous laisse avec Charlie et Max. Salut les sportifs. Un sujet qui a priori vous plaît parce qu'on se retrouve à une cinquantaine, ce qui est probablement l'un des lives sur lequel il y a le plus d'inscrits jusqu'ici. Et le sujet vous intéresse, c'est les conseils pour devenir plus aérodynamique à vélo. Bon, on a creusé le sujet. Max a pas mal bossé là-dessus pour vous proposer des conseils qui soient autant adaptés aux débutants qu'aux plus expérimentés, des choses très pratiques qui peuvent être mises en œuvre assez vite, assez simplement, pour des coûts qui sont assez variables et qui vont vous permettre normalement de rouler plus vite sans faire beaucoup plus d'efforts. Max, c'est bon pour toi? Est-ce qu'on peut démarrer? Ah ouais, bah c'est bon pour moi. Ok, eh ben trop bien, on y va. Peut-être juste pour commencer, se présenter en 2 petites minutes. Moi, je m'appelle Charlie, je suis le créateur d'OpenTree et ça fait un peu plus de 8 ans que ce qui m'occupe au quotidien, c'est de vous aider, vous, triathlètes amateurs, à débuter, à progresser, à performer et en tout cas à remplir vos objectifs sportifs, quels qu'ils soient. Et voilà, j'ai la chance d'être entouré d'une équipe. Et dans cette équipe, il y a Max qui est notre coach principal. Max, est-ce que tu veux dire 2 petits mots sur ce que tu fais chez OpenTree et ton parcours en tant que triathlète? Voilà, alors moi je m'occupe de toute la partie entraînement sur OpenTree et puis après je m'occupe aussi un petit peu des articles, quelques tests matériels et répondre à pas mal de questions sur le forum liées à l'entraînement, au matériel et à tout ce qui touche de près ou de loin au triathlon. C'est Max que vous allez retrouver souvent si vous suivez l'un de nos programmes qui sera à la fois à la création du programme, mais aussi derrière pour vous accompagner à le mettre en œuvre et pour répondre à vos questions. On se présente en 2 minutes. Je sais que vous, ici, pour la plupart, vous connaissez OpenTree, mais on a aussi des gens qui vont nous regarder sur YouTube. OpenTree, en 2 mots, nous sommes la première plateforme d'entraînement en ligne pour les triathlètes. OpenTree, c'est le programme d'entraînement en ligne des triathlètes amateurs qui va vous accompagner vers vos objectifs avec à la fois des séances personnalisées toute l'année, l'expertise de nos coachs et le soutien d'une communauté d'un peu plus de 2400 athlètes aujourd'hui. Et nous, notre obsession au quotidien, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs sportifs. Depuis 2016, c'est ce qu'on fait au quotidien et ce sont plus de 2 920 000 lecteurs qui nous ont suivis depuis cette date, depuis la création, et bientôt 3 000 athlètes qui sont passés par l'un de nos programmes depuis 8 ans. Pour démarrer, Max, le sujet de ce soir sur les conseils pour devenir plus aérodynamique à vélo, on va juste commencer par un truc simple.
C'est quoi l'aérodynamisme exactement? Alors, l'idée à travers ce sujet, c'était s'intéresser à la partie vélo en triathlon qui représente plus de 50% du temps d'effort, peu importe la distance. Et toute cette partie vélo et performance à vélo va être fortement liée à l'aérodynamisme. Alors, l'aérodynamisme, ça fait référence à la capacité d'un cycliste et de son équipement à réduire la résistance à l'air lors d'un déplacement. Donc, suivant le milieu, on va avoir une résistance qui va être plus ou moins importante et liée à la vitesse. On peut aussi prendre l'hydrodynamisme, par exemple, sur la partie natation, se dire que notre déplacement dans le milieu aquatique, il va être fortement impacté par notre position, notre capacité à réduire cette résistance à l'eau. Donc là, on est en vélo, ça va être sur la partie air. Cet aérodynamisme, ces résistances à l'avancement, elles vont être le principal frein dans la partie vélo de la performance et du coup, ça va représenter 80-90% des forces qui s'opposent à notre avancement à haute vitesse. Alors, l'aérodynamisme, ça rentre en compte à partir de 15-20 km/h. Donc, ça commence à concerner a priori beaucoup de personnes ici sur la partie vélo. Et cette partie aérodynamisme, elle va être décomposée en 4 principales résistances qu'on va décrire ici. Donc, sur une première partie, nos résistances à l'avancement qui vont être liées directement à la surface frontale du couple cycliste et vélo. Donc, on fait une projection et grosso modo, plus cette surface va être réduite, moins on aura de résistance. Et on va aussi avoir un coefficient de pénétration dans l'air, donc qui va être lié plutôt à la forme du cycliste et du vélo pour se déplacer dans l'air. Donc, on va avoir des formes qui vont être plus ou moins aérodynamiques et ce qui va nous permettre de réduire ces résistances à l'avancement. Autre résistance, on va avoir le poids du cycliste et de son vélo. Donc ce poids va rentrer plus ou moins en compte suivant l'inclinaison de la route. Donc plus le pourcentage sera élevé et plus le poids va rentrer en compte. À l'inverse, plus ce pourcentage de route va être faible et moins le poids aura son importance. Autre résistance, on va avoir la résistance au roulement. Donc, ça va concerner tout ce qui est en lien direct avec la route. Donc, le couple pneumatique, chambre à air et avec le revêtement. Et on va avoir un coefficient de roulement donc des pneumatiques. Et on va également avoir la force qui est appliquée sur ces pneumatiques. Donc, le poids du vélo et du cycliste qui vont avoir un impact sur ce coefficient-là et sur le rendement. Et la dernière résistance, ça va être la résistance aux frictions. Donc tout ce qui va concerner les éléments en rotation sur notre vélo, donc tout ce qui va être pédale par exemple, boîtier de pédalier, tout ce qui va concerner la chaîne, etc. Là-dessus, Max, moi j'ai toujours entendu dire que globalement il y avait deux axes d'amélioration principaux sur cette partie optimisation. C'est que soit on était plutôt sur du plat et il fallait plutôt améliorer son aérodynamisme, soit on était plutôt sur du dénivelé, sur de la montée et il fallait plutôt améliorer le poids. Est-ce que cette grande image, elle est vraie de se dire en montée, c'est le poids qui compte, sur du plat, c'est l'aérodynamisme qui compte? C'est un peu l'ordre d'idée. Sur les études que j'ai pu regarder, l'aérodynamisme était privilégié et beaucoup plus important jusqu'à 6-7% de dénivelé à peu près. Et au-delà de 7%, on commence à s'intéresser davantage au poids qui va avoir une importance bien supérieure. Ok. Donc l'idée à travers cette logique d'aérodynamisme, ça va être de gagner des secondes sur des épreuves chronométrées. Donc, plus on va être aérodynamique, plus on va gagner du temps. Et on va aussi avoir une autre logique qui va être, pour une même vitesse, de réduire la dépense énergétique sur son vélo. Ouais, il y a deux trucs dans lesquels tu es gagnant, c'est soit tu vas plus vite à la même puissance, soit tu mets moins de puissance à la même vitesse. C'est ça. Voilà.
Donc cet aérodynamisme, on peut le tester. Donc on a plusieurs moyens d'évaluer notre résistance à l'avancement. Donc du coup, à comprendre, cet élément-là, il va être mesuré avec un coefficient qu'on appelle coefficient de traînée aérodynamique. Donc ce coefficient, il va prendre en compte tout ce qui va être résistance frontale, de frottement et tout ce qui va concerner la partie forme du cycliste pour être le plus profilé et arriver à générer le moins de résistance dans l'air. Et que plus ce coefficient va être bas, et moins on aura de résistance à l'avancement à l'air. Donc on va s'en servir un petit peu sur les slides à venir. Et on va avoir aussi des notions de puissance. Donc la puissance, ça va être la force qu'on va appliquer sur la pédale fois le nombre de rotations qu'on va appliquer. Donc plus ce chiffre va être important et théoriquement plus la puissance dégagée va être importante et la vitesse va être corrélée à ça. Donc on va avoir plusieurs moyens de pouvoir tester ça. Donc déjà sur différents tests, on va avoir une partie où on peut prendre un segment sur Strava, une route qu'on va délimiter et se dire que on va tester notre configuration de base sur ce segment-là et que je vais chercher à parcourir ce segment plusieurs fois en changeant un des éléments qu'on va citer plus tard sur notre équipement pour mesurer l'impact de cet élément-là sur notre performance aérodynamique. Donc ça, on peut le tester sur un segment de plusieurs kilomètres. On mesure le temps en gain ou en perte et du coup, on mesure l'impact de cet élément-là. On peut mesurer aussi cet élément en vélodrome ou en soufflerie si on a la chance de pouvoir y aller et plutôt le tester sur des puissances cibles de notre compétition. Donc si je vais avoir une compétition sur format S, plutôt le tester sur nos puissances de zone 4, si c'est un format M plutôt en zone 3 et si on va tester plutôt sur de longues distances, sur des puissances qu'on va être en capacité de développer sur des longues distances. Et on va aussi chercher à faire ce test sur des conditions météo équivalentes avec le même vent, la même température pour avoir des conditions reproductibles de test en test et qu'on n'ait pas d'autres impacts liés à l'environnement. Ce que tu dis là, Max, il y a un truc important, c'est que ces tests-là, quand on doit les faire, c'est toujours des tests qui ne sont pas faits au maximum de nos capacités, euh, mais plutôt sur des allures cibles proches de notre compète. J'imagine que si tu les fais pas à pleine capacité, c'est d'abord pour que ce soit plus facilement reproductible. C'est plus facile de viser une valeur quand on sait qu'on a un peu de réserve et qu'on n'est pas à fond, j'imagine. Et ça permet en plus de se mettre dans des conditions très proches de celles de la course. Voilà, c'est ça, c'est de mesurer l'intérêt de tel matériel et tel matériel dans sa condition d'utilisation course. Et ça, quelque part, c'est un test qui est gratuit. J'ai envie de dire, tout le monde a un segment plat à côté de chez lui et en capacité de pouvoir réaliser ce genre de test. Donc, juste se dire, en fait, je vais régler je vais prendre un casque de route lambda et un casque de chrono lambda. Je parcours mon segment 2 fois à la même puissance et je vais chercher à mesurer, par exemple, l'écart entre ces deux casques. Je peux faire la même chose avec une tenue, par exemple. Je vais prendre un t-shirt quadruple XL et je vais prendre un maillot vélo. Je vais pouvoir mesurer l'impact entre ces deux tenues. Ouais. Donc ça, le test simple, pour revenir à ce que tu disais, Max, le test simple, c'est le segment plat, idéalement avec des conditions météo qui soient reproductibles, donc avec, on va dire, le moins de vent possible, à peu près la même météo, idéalement pas de précipitation, et sur un effort qui est proche de celui de la compétition. Et ça peut être un truc en plus qui peut se reproduire de nombreuses fois dans l'année, certes pour les tests aérodynamiques, mais c'est aussi, j'imagine, un principe qui prévaut aussi pour, euh, pour, pour voir comment on évolue dans le temps tout au long de la saison.
Oui, voilà, ça peut être ça. Puis en fonction aussi de nos recherches, de nos moyens, et de se dire, en fait, j'ai un petit peu de temps dispo où je dois réaliser une séance avec plusieurs blocs. Je sais pas, par exemple, si j'ai 5 fois 10 minutes sur le tempo course, sur ces 5 fois 10 minutes, j'ai peut-être l'occasion de pouvoir tester 5 configurations différentes Ouais. sur cette partie-là et de mesurer l'impact de chaque test. Ok, ouais, très intéressant. Donc version 1, la plus abordable, c'est le segment plat. Version 2, un peu plus avancée, le vélodrome auquel on a accès. Et la version ultime, c'est la soufflerie, si on a plus de moyens et plus d'ambition. Voilà, c'était ça, Ok. l'idée. Après, on s'était orienté sur 9 idées principales euh, qu'on a listées dans l'ordre et que j'ai mis dans un ordre pour avoir une idée de construction, on va dire, du couple vélo-cycliste et d'y aller étape par étape pour avoir le meilleur résultat possible. Euh, pour moi, le premier conseil, avant d'avoir un vélo de contre-la-montre ou d'avoir un vélo de route, c'est d'abord de réaliser une étude posturale. Cette étude posturale, c'est ce qui va nous permettre de définir les cotes sur un vélo et notre placement sur le vélo. Et ça va avoir un impact sur tout ce qui va être performance physique. Suivant notre placement, on va avoir plus ou moins de capacité à produire de la puissance ou à être aérodynamique ou à être plus confort. Donc cette étude posturale-là, elle va chercher à optimiser ces 3 critères-là, performance, aéro et confort. Et dans le cadre, pour moi, de la partie cycliste, mais ça va aussi avoir un impact conséquent sur la partie course à pied derrière dans le cadre du triathlon. Alors, pour moi, la base de l'étude posturale, c'est de permettre à l'athlète de fonctionner dans son meilleur mode de fonctionnement. Donc, on va avoir des gens qui vont avoir plutôt des qualités de force sur les quadriceps, d'autres ça va être plutôt sur les ischio-jambiers, les fessiers. Et suivant ces qualités d'athlète là, on va chercher à avoir un positionnement sur la selle, par exemple, qui va être plus ou moins avancé pour favoriser tel ou tel groupe musculaire, ou alors avoir un placement du bassin ou du dos qui va changer suivant l'orientation qu'on va avoir sur la selle ou le placement des bras sur le vélo. Donc, pour moi, on va aussi avoir cette idée-là Il y a une vraie idée de positionnement. de personnalisation de ce positionnement, quoi. Voilà, c'est ça. On a déjà un ordre d'idées et en fait, cet ordre d'idées-là, il va nous permettre par la suite de pouvoir choisir un vélo qui va être adapté à notre qualité motrice et à notre façon d'être posé dessus. Donc pour moi, c'est d'abord avoir un indice de la taille, des dimensions de où je dois placer, à quelle hauteur je dois placer ma selle, à quelle inclinaison, à quel endroit vont être placées mes mains, et ensuite je vais chercher à choisir un vélo qui va être adapté, qui va répondre à ces choix-là. Donc, en termes d'études posturales, on avait un peu 3 ordres d'idées. Donc, on avait orienté sur chacune des catégories avec un conseil débutant plutôt accessible, un conseil intermédiaire un petit peu plus onéreux et un conseil de pro beaucoup plus onéreux. Donc, en conseil de débutant, on avait soit un positionnement maison, ou alors on a une application qui s'appelle MyVeloFit, et pour 35 €, cette application-là va nous analyser sur notre vélo et nous optimiser le positionnement en fonction de notre pédalage sur le vélo. Et nous, après, on va chercher à régler nous-mêmes ce vélo pour rentrer dans les cotes prescrites. On peut avoir aussi une étude statique, donc qui va prendre nos cotes, par exemple la longueur de notre entrejambe, notre mobilité de dos, et qui va nous donner une tendance par rapport à une base de données de nombreux utilisateurs pour un placement moyen. Cette étude-là, c'est à peu près 90-100 € chez un vélociste.
Et le mieux à faire, c'est une étude dynamique, donc qui va analyser notre façon de pédaler pour se dire qu'en fait j'ai ce placement moyen et par rapport à moi, je vais chercher encore à optimiser ce placement-là euh, pour avoir quelque chose qui me correspond d'un point de vue dynamique et optimiser encore ma performance sur cette partie-là. Donc le prix d'une étude dynamique, c'est à peu près 250-300 euros et qui est plutôt à réaliser soit chez un vélociste qui en réalise beaucoup. Maintenant, on a aussi des kinés, des ostéos qui en réalisent. Voilà. Donc, ne pas hésiter à mettre pas mal de prix là-dessus parce que c'est quelque chose qui va nous permettre d'optimiser notre performance et on va aussi avoir un aspect prévention des blessures et réduction des blessures sur le vélo parce que on va permettre à notre corps de fonctionner correctement. Ouais, et puis même quand on voit les prix, même une étude qui est la plus complète possible, une étude dynamique à 250 euros finalement, euh, en découle de ça un choix de vélo adapté. C'est quand même assez peu par rapport à ce qu'on va investir en règle générale dans le vélo. C'est une bonne étape préalable avant de choisir un vélo que de faire ce genre de truc parce que ça va vous soulager en confort, en performance, mais ça va aussi vous permettre déjà à la base de choisir un bon vélo adapté à vos côtes. C'est ça. Puis ça réduit aussi l'aspect blessure et quelque part bah si cette étude-là me permet de réduire l'impact, je sais pas, sur les hanches ou sur le genou par exemple et que cette étude-là me permet de rouler toute l'année ou alors d'avoir une étude posturale qui est moins bien réalisée et en fait je suis blessé la moitié de l'année, le choix est aussi vite fait quoi. Enfin le rapport gain-perte est bien plus intéressant. Donc, Justement, conseil numéro 2, je pense que c'est logiquement et totalement dans la lignée de ça, c'est sur le choix du vélo. c'est ça. Donc, choisir un vélo en fonction de sa taille, de ses côtes et de la géométrie. Donc, ne pas hésiter à se faire conseiller là-dessus. En général, on a un guide de taille sur les sites des revendeurs et après, on peut choisir. Parfois, on peut se retrouver au milieu de deux côtes. Moi, ce que je conseille, c'est plutôt de s'orienter sur un vélo plus petit et d'être situé sur le haut de la côte. Donc, par exemple, je sais pas, je fais 1,80 m. Je vais avoir un vélo qui est qui est conseillé pour un athlète d'1,72 m à 1,80 m et celui de la taille du dessus qui est conseillé à 1,78 m jusqu'à 1,90 m. Je vais plutôt privilégier le vélo plus petit et chercher à gagner de la distance, de la longueur sur les périphériques plutôt que d'être sur le bas de la côte parce que j'aurai moins de marge sur les périphériques et que j'aurai une position qui est un petit peu plus difficile à trouver. Donc voilà, après pour regarder en termes de vélo aussi les points d'attention, donc regarder l'équipement, donc le groupe qui a dessus, les périphériques, les roues, le système d'hydratation, réparation où ils sont placés, et si on a un capteur de puissance, donc tous ces éléments-là, en plus du cadre, vont jouer sur le prix. Et l'autre élément à regarder aussi pour moi très important, ça va être la taille des manivelles. Donc on va dire que là actuellement le marché se déplace entre 165 et 170 mm pour la plupart de taille des pédaliers. Donc c'est intéressant à regarder cette partie-là aussi parce que quand on achète un vélo, si on doit changer le pédalier, ça influe aussi pas mal sur le prix du vélo à l'achat. Donc au niveau des trois conseils sur cette partie-là, si je dois choisir un vélo en termes et que je suis débutant, plutôt m'orienter sur un vélo de contre-la-montre à patins qui va être plus performant. Et là en ce moment, il y en a quand même pas mal qui revendent leur vélo à patins pour prendre des vélos à disque. Donc autant s'orienter là-dessus, on aura un gain de performance et qui est quand même intéressant. En Et termes on de arrive à prix, trouver des vélos à partir de 1500, 2000 euros ok. qui sont déjà hyper intéressants pour les débutants. Sinon, après, je m'oriente plutôt sur un vélo intermédiaire, donc dans les 4-5 000 euros. Donc, on arrive à trouver des vélos de série neufs ou des milieux haut de gamme d'occasion. Et sinon, après, sur le haut de gamme neuf, on atteint vite un très gros budget, on va dire, autour des 8, 9, 10 000 euros. On commence à avoir des grosses machines et déjà très équipées surtout. Et quelque part, on gagne du prix
tout l'investissement qu'on devrait faire après, a posteriori du vélo, parce qu'on a déjà des équipements qui sont très haut de gamme dessus. Ouais. Donc parfois, ça vaut le coup de mettre un petit peu plus à l'achat et d'avoir un équipement qui est déjà moyen, très haut de gamme, plutôt que de prendre un vélo moins cher et de se dire, au final, au bout de 6 mois, 1 an, je suis obligé de changer telle partie, telle partie, telle partie. Et au final, ça me revient à plus cher. Et juste pour terminer sur le choix du vélo, et on a aussi la chance d'être sur un marché où les gens gardent généralement peu de temps leur vélo. On peut vraiment trouver des super occasions sur des vélos qui ont 1, 2, 3 saisons, qui sont dans un état, en plus, souvent pour des vélos de contre-la-montre, très proche du neuf parce qu'ils ont servi que l'été, que lorsque les conditions étaient bonnes. Donc, il y a vraiment des choses à faire là-dessus pour réussir à récupérer des modèles à coût très très intéressant. Donc, n'hésitez pas à regarder le marché de l'occasion aussi là-dessus. Conseil On passe numéro au 3, Max, toujours sur la relation entre le cycliste et le vélo. C'est ça. On va s'attacher du coup aux points qui sont en contact avec le vélo. Donc on va avoir 3 points. On va avoir toute la partie pédale chaussure. On va avoir la partie selle et la partie poste de pilotage. Donc on peut jouer sur ces 3 éléments et ces 3 éléments vont fortement impacter tout le couple confort, performance et aérodynamisme. Alors on va jouer sur les points d'appui, donc en termes de prolongateur sur la partie bras, on va dire que en ce moment on a quand même une grosse évolution là-dessus. Au début, on avait des barres où on avait vraiment un point d'appui sur le coude et sur la main, et là on a de plus en plus tendance à avoir des avant-bras qui prennent toute la surface du bras, voire maintenant même des cockpits. Donc ça fait un ensemble sur tout l'avant qui est rempli et où on peut poser les avant-bras, où on a une surface qui est bien plus aérodynamique et bien plus confortable avec de la mousse sur toute cette partie-là. Et ça participe aussi à la maniabilité du vélo et et au ressenti, parce que mine de rien, quand on passe 2, 3, 4 heures sur les prolongateurs, le confort apporté par ce type de prolongateur va avoir une incidence sur tout le dos et tout le placement du cycliste. On va également avoir en deuxième point d'appui donc la selle. On a aussi une grosse amélioration sur ces parties-là maintenant. Avant, on avait des selles standards génériques. On commence de plus en plus à aller vers des modèles en impression 3D maintenant qui permettent d'avoir une meilleure répartition du poids sur l'ensemble de l'appui. Et on a aussi des selles carrément thermoformées à la forme du bassin et des ischions pour avoir le maximum d'appui possible sur cette selle-là. Et tout ça, ça va avoir un impact sur tout ce qui se passe sur la partie centrale du corps, on va dire. Donc le placement des hanches, les appuis, l'inclinaison du dos, des lombaires et quelque part aussi à notre capacité à produire de la puissance grâce à ces appuis. Et ensuite, on va avoir toute la partie pédale, chaussures et cale pour faire le transfert. Et du coup, ce réglage va avoir aussi un gros impact sur ma façon d'appuyer sur la pédale et la tension que je vais mettre sur tout l'ensemble de la chaîne, donc sur la cheville, sur les genoux, sur les hanches. Et justement avoir des points d'appui qui soient confortables et qui nous permettent de produire davantage de puissance. Donc ça aussi, suivant notre façon de nous déplacer, on va avoir des gens qui vont avoir des points d'appui très forts sur l'avant du pied, d'autres qui vont être plutôt sur une partie médiale. Et ça va jouer sur tout le confort et sur toute la partie production de puissance sur le vélo. Et quelque part aussi sur comment j'ai vécu ma partie vélo pour derrière être en capacité de courir en triathlon. Dans tout ce que tu dis là, à chaque fois, hein, sur les 3 points, c'est que ça sert à la fois à gagner en confort et à gagner en performance. Des vrais trucs à soigner là-dessus, sur ces 3 points d'appui ouais, pour rouler plus longtemps, plus confortable et plus vite. C'est exactement ça. Là-dessus, peut-être juste pour les différentes options qui s'offrent à nous selon notre budget, mais aussi notre expérience. Sur les prolongateurs notamment, qu'est-ce que tu conseilles à un débutant, un intermédiaire, à quelqu'un qui est plus expérimenté là-dessus?
Donc pour un débutant, ce sera déjà d'une partie avoir des prolongateurs. Donc même si on a un vélo de route, qu'on n'a pas de vélo de contre-la-montre, le gain est quand même déjà très intéressant à avoir des prolongateurs sur un vélo de route. Un cintre de base aluminium, on est aux alentours des 80-100 euros. Donc plutôt des prolongateurs longs qui nous permettent d'avoir une plus grande partie du coup de main avant-bras placé sur cette barre-là et qui nous permet d'être un petit peu plus confort là-dessus. En conseil intermédiaire, prendre des barres maintenant plus aérodynamiques, donc qui sont un petit peu plus relevées sur les côtés au niveau des coques des coudes et qui englobent un petit peu plus le bras. Et conseil de pro qui se fait de plus en plus maintenant, mais qui a quand même un certain coût, c'est d'avoir un cockpit qui est moulé à la forme de l'avant-bras et qui nous permet d'avoir bah, quelque chose de sur mesure pour nous et un gain sur cette partie confort et aérodynamisme aussi qui est pas négligeable suivant le niveau auquel on pratique. Ouais, ok. Ouais, donc c'est vrai que tu as raison, hein, tu le disais en intro, mais c'est probablement un des points qui a le plus bougé sur le marché du triathlon ces dernières années, quoi. Sur toute cette partie cockpit et prolongateurs qui sont aujourd'hui de plus en plus complets, de plus en plus englobants et du coup à la fois aérodynamiques et confortables. Ça, c'est un truc sur lequel on voit les choses bouger à une vitesse assez folle. On Euh, passe au quatrième point ouais, qui a aussi énormément bougé sur ces dernières années, qui concerne la tenue. Donc la la principale chose à comprendre sur cette partie-là, c'est qu'en fait, la résistance de la peau va être beaucoup plus importante que la résistance du textile à l'air, et que l'idée globale, c'est que plus on a de textile sur le corps, et plus on va réduire notre coefficient de pénétration dans l'air. Donc, les règles générales sur ce textile, c'est d'avoir une coupe qui est la plus ajustée possible, la plus proche possible du corps, et avec une qualité technique. Euh, L'idée aussi, c'est d'avoir une trifonction plutôt avec des manches où on va avoir un gain qui est beaucoup plus important. Donc maintenant, on regarde sur les trifonctions, elles ont tendance à descendre de plus en plus bas pour arriver quasiment juste au-dessus du genou et arriver aussi quasiment au niveau du coude. Donc plus on va avoir de tissu sur ces parties-là et plus on va être aérodynamique. Et aussi, mon conseil, c'est plutôt d'avoir une trifonction claire pour limiter la chaleur corporelle. Donc entre une trifonction blanche et une trifonction noire, pour les mêmes conditions météo, on a jusqu'à 2 degrés, 2 degrés et demi de différence en chaleur corporelle. Donc ça va avoir un impact important sur la performance. Et c'est pour ça que sur le circuit, on voit énormément de textiles plutôt clairs, voire blancs chez les professionnels. ouais, on se souvient tous Donc de Blumenfeld qui court à Tokyo avec une trifonction quasi transparente aux couleurs de la Norvège. Ouais. c'est ça. Enfin, sur un podcast que j'avais pu écouter, il disait qu'en gros, il était quasiment 1,5 degré de moins que tous ses concurrents sur Tokyo, et que c'était probablement sa trifonction qui l'avait fait gagner à Ouais, Tokyo, dans des conditions de chaleur et d'humidité très importantes. ok. Peut-être en termes de tarifs sur les différentes gammes de trifonction, qu'est-ce qu'on peut viser? Tu peux nous donner un ordre d'idée là-dessus? En termes de trifonction, pour les débutants, on va dire que aux alentours des 100 euros, on commence à trouver des produits avec des manches et qui sont plutôt taillés fit. Conseil intermédiaire, trifonction milieu de gamme, on est plutôt aux alentours des 200, 250 euros, qui commencent déjà à être des trifonctions qualitatives. Et vraiment, si on cherche le top et le haut de gamme, là, on arrive très proche des 400 euros, voire beaucoup plus. Mais Juste après, en, cette partie-là fait que le gain en performance est très conséquent parce que la trifonction, c'est quelque chose qui va être sur le corps, et le corps, ça représente 80% des résistances à l'avancement, et le vélo va représenter seulement 20% de ses résistances à l'avancement. Donc, quelque part, c'est un poste d'investissement qui est conséquent, mais c'est aussi le principal
un des principaux points de la performance. Ok. Ouais, donc en fait, c'est pas étonnant qu'il y ait aussi des modèles qui soient extrêmement haut de gamme, extrêmement chers là-dessus. C'est que pour des gens qui jouent à la minute sur du format long, ce sont des investissements qui se justifient aussi, quoi. Donc, C'est ça, la c'est différence pour ça que entre tu viens nous en une profiter. trifonction entrée de gamme à 100 euros et une trifonction milieu de gamme à 200 euros. Pour avoir fait le test, on était quasiment à 1 km/h d'écart Ok, ok. en vélo, hein. Donc, Ouais. et tu peux rajouter un gros kilomètre-heure aussi avec une trifonction haut de gamme, voire très haut de gamme. Ouais. Donc le Ok, gain est très pas intéressant. négligeable quand on se bat à coups de secondes ou quelques minutes. Bah, c'est peut-être ce qui peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Ouais. Euh, pour la suite, l'élément d'après, probablement des éléments emblématiques du triathlète, le casque aéro. Alors le casque aéro, c'est un des meilleurs ratios entre le gain et le budget qu'on puisse trouver là dans les équipements, hein. C'est ça, bah, on va dire que ça fait partie un peu du triptyque non négligeable du triathlète. Euh, c'est le meilleur rapport qualité-prix en termes de gains. Et ça se fait d'ailleurs de plus en plus maintenant de recherche aussi sur cette partie casque aéro. Donc on a un peu tous peut-être en tête l'image des casques aéro de Spé sur leur équipe cycliste avec la cagoule ou du casque de Jumbo-Visma avec la grosse tête d'Alien. Bah voilà, on est vraiment dans cette recherche de performance là. Euh, les critères de choix, ça va être la sécurité, le poids du casque, le confort, la visibilité et l'aérodynamisme aussi. Donc moi, sur les études que j'ai pu voir, simplement sur des casques de vélo de route, on était de l'ordre de 1 minute 30 de différence entre le meilleur casque juste de route et le moins bon casque sur 40 kilomètres. Donc, si on reporte ça, on arrive vite fait à 3, 4, 5 minutes entre un casque route performant et un casque route moins performant. Si on choisit un casque aérodynamique, on est dans le même ordre d'idée. Donc, entre un casque route et un casque aéro, on est vite fait à 3, 4, 5 minutes d'écart entre les deux casques sur 90 kilomètres. Donc, on Ok. est à 2 minutes sur 40 kilomètres sur un format M et on est à une bonne minute, voire un petit peu plus sur un format sprint. De Et gain sur la ça, partie vélo. ouais, et ça pour un budget qui est, on va dire, raisonnable pour un premier casque aérodynamique. Voilà, on va dire que sur les premiers casques aérodynamiques, on est simplement sur un casque route aérodynamique et performant. Déjà, on est dans les 100 euros. C'est quelque chose qui reste raisonnable, on va dire, pour un casque sur le marché. Et sinon, après, casque performant, on est plutôt dans les 200, 250 euros. Et sur les casques haut de gamme, on atteint les 300, 350, 400 euros pour des casques. Après, moi, le petit bémol que je mettrais, c'est vraiment aussi de regarder la partie poids, confort et visibilité, parce qu'on peut avoir des casques qui sont très aérodynamiques, mais avec un poids de 450, 500, 550 grammes sur la nuque, ils sont difficiles aussi à tenir sur de la distance. On peut avoir un confort qui est très limité, donc on a des casques qui sont complètement fermés où on ventile pas. Donc, si on a des températures très élevées à l'extérieur, ça fait un peu un effet cocotte minute. Et, et pour ma part, pour avoir testé le POC Tempor avec la forme un petit peu bizarre, ce casque-là est hyper aérodynamique, mais par contre, en termes de visibilité, sur un parcours où il y a des montées et des descentes, on voit quand même pas grand-chose dans le casque. Donc, rouler à des vitesses élevées sans voir la route, ça peut être un petit peu dangereux aussi. Effectivement. Et du coup, par contre, ce que je retiens de ce que tu dis là, c'est que même pour des gens qui veulent débuter et potentiellement pour des gens qui ne voudraient avoir qu'un casque, un seul pour à peu près tout faire, il y a quand même des casques de route qui sont pensés pour l'aérodynamisme et qui permettent d'être un bon tout en un, quoi. C'est ça, voilà, d'avoir un casque qui est plutôt polyvalent sans avoir à craquer une partie de son compte. Ok, en parlant de craquer une partie de son compte, je pense qu'on arrive sur une autre étape où là on peut laisser de gros chèques. La partie roue, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que ça fait une vraie différence, les roues, pour l'aérodynamisme?
Voilà, alors, je me suis intéressé sur la partie roue pneus. Du coup, c'est la partie où j'ai peut-être appris le plus de choses lors de ces recherches et du coup, on va avoir un choix de roue qui va se faire plutôt en fonction du profil du parcours, du poids du cycliste, de la maniabilité, de la qualité technique du cycliste. Donc, plus on va avoir des profils hauts, plus on va avoir des roues qui sont aérodynamiques. Mais voilà, qui vont prendre aussi plus de vent, donc qui seront peut-être moins maniables et peut-être plus difficiles à emmener aussi. Donc, en termes de différentiel de roues, on va dire qu'il y a vraiment quatre quatre configurations. On va avoir une configuration avec plutôt des 20-30 millimètres sur des roues polyvalentes. Après, on va avoir plutôt un combo aux alentours des 40, 50, 60 millimètres roue avant, roue arrière. On a plutôt un profil polyvalent. Euh, un profil plutôt aérodynamique, on va s'orienter sur une roue de 50-60 à l'avant et plutôt une roue de 80 millimètres à l'arrière. Et profil perf, roue de 60-80 à l'avant et roue lenticulaire à l'arrière. Donc quatre profils, un profil plutôt montagne, 20, 30, 40 millimètres maximum à l'avant à l'arrière. Profil moyen 40, 60. Profil plat 60, 80 à l'arrière. Et profil performance lenticulaire à l'arrière et 60 ou 80 à l'avant. Ok, intéressant. Ouais, juste pour repréciser aussi, pourquoi est-ce que c'est pas juste le choix du matériel et qu'on peut partir sur n'importe quelle paire de roues sans regarder son niveau, c'est que bah une paire de roues, c'est aussi plus la jante va être haute, plus il va falloir être capable de la lancer, de la traîner. Et c'est des roues qui ont leur plein potentiel à partir d'un certain seuil de vitesse et que il sert à rien d'avoir une roue lenticulaire à l'arrière si c'est pour rouler à 25-30 à l'heure sur un Ironman. Ça commence à prendre son sens sur des vitesses plus élevées et ça peut être plus un handicap qu'autre chose si on n'a pas à la fois la caisse pour l'emmener et disons cette vitesse d'inertie qui permet de profiter du potentiel des roues. Oui, puis le poids et le poids du cycliste, on va dire que s'il y a du vent plutôt latéral, bah ceux qui sont plus lourds vont être moins pénalisés par le vent latéral. Mais si on fait 50-60 kilos et qu'on a beaucoup de vent latéral, bah notre vélo va bouger énormément et on sera peut-être fortement impacté par cette partie vent latéral. Donc voilà. Et le gain en termes d'aérodynamique, il est aussi fonction de ce choix de roue-là. Donc on est à peu près à 10-15 watts d'économie par profil, on va dire. Sur Ok. ce que j'ai pu voir, moi en tout cas, sur une étude chez Zip. Et l'autre aspect qui est bien plus important que le choix de roue, c'était le choix de pneumatique. Euh, donc on a la qualité du pneu, la section aussi qui va jouer sur la performance, le gonflage, la résistance à la crevaison, le prix et la durée de vie du pneu, et également le choix de chambre à air ou tubeless ou boyau et la matière. Donc si j'ai une chambre à air en butyl, je vais avoir un poids qui est plus conséquent qu'une chambre à air en latex, ou maintenant avec les nouvelles technologies en TPU, donc c'est de l'ordre de à peu près 100-110 grammes pour une chambre à air butyl. Et pour le TPE, on était à 30 grammes. Donc, on gagne quasiment 80-90 grammes sur un élément qui est en roulement x2. Donc, c'est pas forcément négligeable. Et pour des performances plus importantes. Et c'est là où j'ai eu des surprises aussi en regardant le différentiel des pneus sur tout ce qui concernait la résistance au roulement. Et entre un pneu de qualité et un pneu de moins bonne qualité, on a le même ratio de gain qu'entre une roue qui est à 150 euros par rapport à une roue qui est à 2000 euros. Donc, si on a peu de moyens, c'est plus intéressant d'investir sur la partie pneumatique pour avoir le même gain qu'un changement de roue à 10 fois moins cher. Ok, très intéressant ça, très très intéressant. Ok. Est-ce que dans ce que tu as lu, en termes de section de pneus, de largeur, il y a des choses que tu as retenues qui pourraient être des repères faciles pour les gens qui nous On va écoutent? dire que la tendance actuelle du marché, c'est plutôt entre 25 et 28 millimètres. Donc même la plupart des pneus 25 arrivent maintenant vers 26. On va dire que le consensus, il est plutôt sur ces alentours-là de entre 25 et 28
avec des performances très proches. Au-dessus et en dessous, on va avoir des performances qui sont moins importantes maintenant. 3 références de pneus du coup qui étaient parmi les meilleurs du marché. Donc on avait le Continental, le GP 5000, le Schwalbe Pro One et le Vittoria Corsa Speed. Et voilà, et les moins bonnes références du marché. Donc on avait Hutchinson, Cadex sur les moins bonnes références de ce marché-là, et c'était de l'ordre de 15 watts par pneu. Donc on arrive à 30 watts sur la paire, et c'est à peu près l'équivalent entre une paire de roues de 40 mm et un combo 80 et lenticulaire à l'arrière. Ouais, c'est assez bluffant, hein. C'est assez incroyable de constater ce genre de différence pour un seul pneu, un truc dont on a l'impression qui justement est très similaire et dont on a du mal à saisir la technicité, qui peut représenter un même différentiel de watts qu'un changement de paire de roues. C'est assez fou ça. Ouais, sur Et des pneus de compétition en plus, hein. Donc ouais, déjà sur des pneus qui sont haut de gamme et qui coûtent déjà 30, 40, 50 euros le pneu. ouais, ok. Donc on avait ça, et on avait aussi la pression du pneu, donc qui va avoir un gros impact sur la performance. Donc je pense que c'est assez parlant pour tout le monde de se dire je roule avec un pneu qui est dégonflé, et je roule avec un pneu qui est mis à pression optimale, et je roule avec un pneu qui est surgonflé. Déjà même en voiture, on va avoir des performances qui sont très différentes suivant les gonflages. Et en vélo, c'est exactement le même rapport, on va dire. Souvent, la pression optimale des pneus en ce moment sur le marché, on est plutôt aux alentours des 6 bars et demi pour le fonctionnement optimal d'un pneu. Ok. Ouais. Euh, Ça, j'en profite pour faire un tout petit aparté pour les gens qui nous suivent. Il y a beaucoup d'infos là. Tout ce qu'on est en train de voir là, on va vous le remettre bientôt dans un article à publier sur le site opentree.fr. Donc, vous retrouverez tout ça, toutes les références, tous les outils, tous les moyens de calculer, tout ce qu'on vous a exposé là, vous allez le retrouver dans une version beaucoup plus détaillée dans quelques semaines sur le blog d'OpenTree, et ça vous permettra de replonger là-dedans et d'avoir tous les liens, toutes les références qu'il faut pour avancer et l'appliquer. Autre chose à dire, Max, sur les pneus et les roues, ou on passe à la suite? Pour moi, un des éléments principaux pour les débutants et pour tout le monde, c'est d'avoir des pneus performants. Et une fois que j'ai un petit peu plus d'argent, je peux regarder les roues, mais quelque part, c'est le dernier investissement à faire sur un vélo en termes d'optimisation. Ok, conseil qu'on n'entend pas souvent, mais effectivement hyper intéressant. C'est moins sexy d'acheter des pneus que d'acheter une nouvelle paire de roues, un nouveau vélo ou une Ouais, nouvelle trifonction, c'est clair. Mais bon, si vous êtes là pour avancer plus vite, probablement que c'est le meilleur choix à faire. c'est ça. Pour poursuivre dans la thématique des choses qui sont potentiellement un peu obscures, conseil numéro 7, ça va être de travailler et de surveiller sa transmission. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? C'est ça, quelque part sur cette partie transmission, ça va être tout ce qui va concerner les parties roulement, chaîne, et avoir une chaîne qui est fluide, qui va pas comment dire, provoquer de la résistance. C'est déjà un gain de fluidité sur son pédalage et un gain de puissance. Donc moi, mon principal conseil sur cette partie-là, c'est de se dire que je me place sur le gros plateau et sur un pignon intermédiaire, et que je dois avoir à peu près la puissance moyenne que je veux développer sur ma distance. Donc, par exemple, je vais partir sur un long distance. Je suis en capacité de rouler à 200 watts de moyenne sur du plat. Et je vais faire un test soit dehors ou soit sur le home trainer. Et je me dis que je place ma chaîne gros plateau et pignon du milieu. Et si je développe ma puissance course sur ce placement-là, c'est que j'ai le bon développement pour pouvoir participer à ce genre de course. Et après, je vais plus ou moins jouer sur les vitesses en fonction du dénivelé. Donc, si j'ai de la descente, je vais avoir 3, 4, 5 dents disponibles sur le bas de la cassette pour pouvoir mettre un petit peu plus de puissance. Et à l'inverse, si j'ai un petit peu plus de dénivelé, je vais avoir la capacité de remonter de quelques dents. À savoir que
le placement optimal, ça va être plutôt une chaîne qui est centrée sur la cassette et que plus je vais bouger ma chaîne vers la gauche ou vers la droite, et plus je vais avoir des pertes liées au fonctionnement puisque ma chaîne va être de travers et je vais avoir des pertes là-dessus. On peut aussi jouer sur la lubrification de la chaîne. Donc en ce moment, c'est quand même assez à la mode. On a quelques gains là-dessus. D'avoir une chape surdimensionnée aussi sur les dérailleurs. Donc ça nous permet d'avoir une chaîne qui est moins pliée sur cette partie-là autour du dérailleur arrière. Et on a quelques gains sur cette partie-là. Et après aussi, se dire, je réfléchis à choisir soit un monoplateau, si j'ai plutôt un parcours plat, et ou avec un tout petit peu de dénivelé parce que je vais gagner le poids et l'aérodynamisme du dérailleur avant et que je vais pas avoir besoin de mon petit plateau. Ou alors si j'ai un parcours qui est très changeant en termes de dénivelé, je vais peut-être avoir un choix de double plateau à l'avant et un choix de cassette qui est adapté par rapport à ça. Donc voilà. Donc prendre peut-être une cassette avec plus de denture si j'ai un parcours qui est vallonné, montagneux, avec des plus de dents derrière. Et si j'ai un parcours qui est plutôt plat, réduire et partir sur une cassette peut-être 11-25 ou 11-28 pour avoir beaucoup de choix sur la partie centrale de ma cassette pour développer de la puissance sur du plat. Ok, super intéressant. Ça, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça, du coup, selon le budget qu'on a ou le niveau d'expérience qu'on a? Mon conseil débutant, c'est plutôt d'avoir déjà un nettoyage de sa transmission, donc avoir une chaîne propre, un dérailleur arrière propre, c'est déjà un gain. Mon conseil intermédiaire, c'est d'avoir une chaîne quasiment neuve, donc avec 200, 300, 400 kilomètres pour qu'elle ait le temps de se former un petit peu au plateau, à la cassette, pour avoir son fonctionnement optimal. Donc, on va dire qu'à l'approche de la saison de compétition, 2, 3, 4 semaines avant, je vais peut-être changer ma chaîne qui a roulé tout l'hiver et qui est usée. Et après, mon conseil de pro, c'est de prendre une chaîne avec un traitement spécial qui réduit les frictions et qui là est un petit peu plus onéreuse. Donc, on est de l'ordre de 120, 130 euros pour une chaîne très très performante et traitée, pour avoir Ok. un gain potentiel de 5, 6, 7 watts sur cette partie-là. Ok, et là, pour le coup, le conseil débutant est aussi valable pour tout le monde et on commence par là, c'est juste avoir une transmission propre, lubrifiée, et ça, déjà, ça permet de regagner des watts un peu facilement pour littéralement 0 €, quoi. Donc, c'est un truc par lequel on peut tous commencer demain matin et qui nous fera gagner un peu de vitesse. Euh, Conseil numéro 8, toujours dans cette idée de gagner en aéro, le C'est ça. stockage des bidons. S'intéresser à toute la partie qu'on va embarquer sur un triathlon, donc système d'hydratation et kit de réparation. Donc il y a eu pas mal de recherches aussi là-dessus sur les 5-10 dernières années, et quelque part on regarde un peu le test à Hawaï avec les 10, 15, 20 meilleurs athlètes, et on peut regarder l'évolution sur les 10 dernières années du placement des kits de réparation pour les vélos et du système d'hydratation qui vont être pris en compte. Et là, en ce moment, la grande mode, on va dire, et la grande tendance, c'est vraiment de chercher à remplir tout l'espace entre le torse et le vélo avec des bidons, parce qu'on va avoir un effet sur la traînée aérodynamique qui va être très important sur ces parties-là. On va également avoir le deuxième point clé pour moi, c'est toute la partie qui est juste au-dessus du pédalier. Donc un placement de bidon ou de kit de réparation. On a aussi beaucoup plus de cadres maintenant qui sont relevés sur ces parties-là pour pouvoir stocker du matériel à cet emplacement-là, et on a un effet qui est assez important sur l'aérodynamisme. Et le troisième endroit, c'est derrière la selle, pour avoir une redirection du flux d'air sur l'arrière qui va se faire autour du bidon et qui va permettre un gain ou une absence de résistance à l'avancement sur cette partie-là, parce que le bidon va être protégé par toute la partie avant du cycliste. Donc le placement va avoir un effet significatif, et on voyait sur les dernières années des gens qui mettaient beaucoup de bidons dans leur trifonction ou des systèmes de poche à eau pour remplir cette partie-là, et le gain est assez intéressant là-dessus. Donc
Donc c'est pour ça qu'on voit aussi de nombreux athlètes embarquer énormément d'hydratation parce que ça va avoir un aspect important. Donc même un bidon vide, ça a un effet aéro. Donc voilà. Ok, hyper intéressant, hein. Ça permet d'analyser un peu plus finement ce qu'on voit effectivement chez les pros depuis ces dernières années, qui sont prêts à prendre un peu plus de poids pour gagner en aéro. Et on se doute que s'ils le font, c'est justifié technologiquement. Donc ouais, très intéressant d'avoir ce point de vue-là. Peut-être pour les plus débutants, qu'est-ce qu'on peut déjà commencer par conseiller de manière plus simple? Euh, D'un point de vue simple, d'avoir une réflexion sur l'endroit où on va placer ces bidons, sur le cadre. Pour moi, c'est une partie sur laquelle on peut commencer à s'intéresser. D'un point de vue intermédiaire, c'est d'avoir des bidons qui sont plus aérodynamiques. Donc maintenant, on a beaucoup de bidons plats et profilés qui sont un petit peu plus onéreux. Et après, réfléchir à un endroit et optimiser ce matériel-là. Donc maintenant, on commence à avoir aussi des porte-bidons qui sont plus aérodynamiques, des systèmes de stockage qui sont placés à tel endroit ou tel endroit. Et voilà, qui commencent à avoir un petit coup maintenant si on veut le placer à des endroits très très intéressants pour réduire les perturbations et améliorer l'aérodynamisme. Ok. Donc cet impact-là, on a une étude après à la fin qui mesure. Chez certaines personnes, ça peut être un gain qui est intéressant, chez d'autres pas du tout. Mais sur l'étude qu'on a trouvée, le gain était assez énorme juste pour un bidon à un endroit. Donc Ouais, voilà. ok. On va, on va revenir là-dessus après. Peut-être juste après ces 8 conseils, une petite rubrique sur la 9e avec 4 astuces en bonus. Rapidement, qu'est-ce que tu peux encore nous conseiller après ce large panel qu'on a vu qui va de l'étude posturale jusqu'au choix du vélo, au choix, enfin, à l'attention portée au point d'appui, jusqu'aux pneus, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de ce qui compose un couple cycliste vélo. Il y a encore des choses qu'on peut optimiser. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme astuce supplémentaire? Alors voilà, quelques tips. On avait là sur le marché, on a pas mal de chaussettes qui sortent. Donc clairement, plus le textile va être haut, donc on a des chaussettes qui arrivent ou des manchons maintenant qui arrivent au genou et qui comblent toute la partie mollet. Donc sur un format M ou longue distance, on a un gain de temps et de watts qui est plus intéressant à porter ce genre de textile. Donc vaut mieux s'arrêter à la première transition pour mettre ce genre de textile plutôt que de le mettre à T2 pour faire une course à pied. Donc on avait vu Sam Laidlow faire une transition un peu plus importante à Hawaï pour pouvoir mettre ces parties-là, et le gain était plus important que la perte de temps à T1. On a aussi toute la partie chaussures maintenant avec des gains qui sont intéressants. Donc surtout couvrir la partie avant de la chaussure, soit avec des surchaussures, ou maintenant on a des chaussures qui présentent une partie avec un revêtement spécifique pour combler tout l'avant et pouvoir cacher les boas et avoir un aérodynamisme qui est plus conséquent là-dessus. Troisième tips, j'avais une discussion avec Denis Chevreau et où on regardait Cozumel, où il y avait le record de Blumenfeld sur la distance Ironman, et on regardait le nombre de pros qui avaient leur montre sur le vélo, et lui avait fait l'étude en vélodrome ou soufflerie, je sais plus, et il m'avait dit que concrètement avoir sa montre sur le vélo, c'était une perte de 3, 4, 5 watts sur cette partie-là vélo. Donc quelque part À ce niveau-là, c'est un c'est beaucoup. ouais, c'est énorme, c'est le gain qu'on peut avoir quelque part, et on peut l'avoir juste on peut avoir cette perte-là et l'annuler en portant sa montre sur l'arti-vélo. Donc Ouais. Et le dernier conseil, le dernier que j'ai conseil, vu du qui coup, est... je suis pas forcément hyper fier de celui-là, mais c'est d'avoir une gestion de son emplacement dans un groupe en vélo. Donc la résistance, elle va être très très réduite si on roule derrière quelqu'un. Donc là, les règles sur le circuit longue distance, elles sont entre 12 et 15 mètres, il me semble, de la roue arrière du cycliste nous précédant jusqu'à notre roue avant. Et on a un gain aérodynamique qui est très important, de l'ordre de 10-15% de puissance en moins à rouler, même à 12 mètres derrière la personne qui est derrière Ouais, donc quelqu'un.
Donc, Même quelque en part, jouer sur les respectant, règles. même en respectant totalement les règles, en étant au moins à 12 mètres et donc en n'étant pas sous la coupe des règles anti-drafting, bah, il y a quand même il y a quand même une économie de puissance qui peut se faire, même en étant loin. Et c'est pas pour rien que c'est ce qu'on voit sur les dynamiques de course à l'avant chez les pros, c'est que ils jouent avec les limites de 12 ou de 15 mètres. Par contre, ils savent qu'il y a quand même un gain aérodynamique dans le fait d'être dans la traînée de celui qui est à l'avant, même si il est à distance. Donc c'est Puis absolument pas une incitation à tricher avec les règles, c'est une incitation à se dire que même à 12 mètres, il y a encore un effet sur celui qui est devant. sur l'étude que j'avais vue, on était de l'ordre de 25-30 watts d'économie à rouler derrière quelqu'un. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu leur zone, vous regardez en watts, 25-30 watts, ça nous fait quasiment une zone en moins en termes Ouais. d'effort pour la plupart d'entre nous. Donc, ça a un impact assez important sur la partie course à pied. Et sur ce que j'avais pu voir, je crois que c'était Hawaï où il disait qu'il y avait vraiment des gros groupes. Il disait qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des très gros temps à pied derrière parce que quelque part personne n'investissait d'énergie sur la partie vélo. Donc Et là, je répète à nouveau, mais le drafting, c'est la plaie de notre sport. Si vous débutez ou si vous venez juste d'y arriver, s'il vous plaît, faites gaffe à ce genre de truc. On est tous là pour passer un bon moment le dimanche. L'idée, c'est pas de tricher et d'aller se mettre dans la roue de celui qui est devant. Donc vraiment, faites attention à ce genre de truc qui pourrit un peu la vie de tout le monde. Il y aura jamais assez d'arbitres pour tout surveiller. Par contre, à partir du moment où une règle a été dictée, se mettre à 12 mètres ou se mettre à 15 mètres et respecter cette règle-là, ça peut quand même induire des gains aérodynamiques sur la partie vélo. Donc, ça, c'est autorisé, mais s'il vous plaît, pas de drafting, pas de coller, pas de ah, j'avais pas vu qu'il me doublait, ce genre de truc. Ça pourrit la compétition de tout le monde. et c'est aussi pour ça que les pénalités de temps sont très conséquentes parce que le gain est aussi très conséquent à faire ça. Ouais, Donc ouais. c'est mérité. Les pénalités sont justes, ouais. Max, il y avait un dernier truc sur lequel tu voulais revenir avec un exemple très concret. Est-ce que j'affiche le tableau là, est-ce que tu peux nous expliquer ce dont il s'agit? Donc grosso modo, j'avais vu un peu une synthèse de tout ce process d'optimisation. Donc c'était les tests aérodynamiques de Pierre Ruffo. Il y a peut-être quelques personnes qui le connaissent ici, mais c'est quelqu'un qui a gagné, il me semble, toutes les courses sur le circuit Ironman en France. Je crois qu'il a gagné Nice cette année. Il avait gagné Vichy aussi avec des temps vélo assez conséquents. Et et du coup, j'ai trouvé un petit peu son process de test sur un vélodrome qu'il a réalisé début 2024. Et grosso modo, on va avoir 14 tests différents. Donc, on va avoir un premier test avec son matériel de base et avec une vitesse de 40 km/h pour les 5 tours réalisés sur ce vélodrome et une estimation de 268 watts, pardon, pour se déplacer à 45 km/h. Ensuite, on va avoir un différent process de test et on va chercher à mesurer l'impact que vont avoir ces tests sur la vitesse et sur le gain en aéro. Alors, on avait une première partie avec les 4 premiers tests où on va jouer sur la hauteur des prolongateurs et l'avancement, le recul des prolongateurs. Donc, pour lui, de descendre de 1 à 2 cm, le gain était quasiment d'1 km/h et pour une puissance stable. Il a joué aussi sur le recul, donc rapprocher les prolongateurs de lui. On arrive quasiment à 1 km/h et demi de gain pour la même puissance développée. Donc simplement le réglage de son matériel fait qu'il a déjà eu un gain de vitesse qui était conséquent. Deuxième partie, on a eu un test avec roue pleine ou non. Donc on avait une vitesse qui était la même. Par contre, on a gagné quasiment 15 watts de moins à 45 km/h en termes de gain. Après, on avait une recherche sur 4 casques différents. Donc certains ont eu un impact très important sur sa vitesse. On parle de 1 km/h, 1 km/h et demi, donc un passage de 40 à 43,5, là avec le cumul position plus casque. Et pour lui, le meilleur casque, c'était le Med Drone.
Donc voilà, un casque qui est plutôt situé autour des 300 € et on avait un gain de watts dépensé à 45 km/h qui était de 5-6 watts en moins. Et ensuite, on avait une recherche sur tout ce qui était textile, trifonction. On avait très peu de gains sur la partie vitesse, mais par contre, énergie dépensée, bah là encore, on avait quasiment 10 watts de moins à 45 km/h. Donc un autre gain très important. Et ensuite, on avait une recherche plutôt sur le placement du bidon. Et bah, du coup, de placer un bidon au niveau du ventre, on était encore là sur un gain de 10-15 watts et de quasiment un demi-kilomètre-heure juste sur le placement de ce bidon-là. Donc, on a un peu tout ce process-là. D'abord le réglage des prolongateurs, après un petit test roue, casque, après notre partie trifonction. Et ensuite, un petit peu les tests gains marginaux. Donc, bah, on avait chaussettes, placement des bidons. Là, on n'avait pas de test pneumatique ici, mais voilà, c'était un peu ça. Si on doit résumer un petit peu le process, du coup, avec pour moi le top 5 des améliorations. En 1, c'est l'étude posturale avec l'impact, parce que ça va avoir un impact sur le vélo, la course à pied. Une partie trifonction casque qui, pour moi, est très importante aussi. Euh, Bah, on le voit sur cette partie-là, c'est de l'ordre de 1 km/h et demi, 2 km/h, donc c'est quelque chose qui est pas du tout négligeable. Partie pneu aussi qui est accessible, et après bah, réfléchir sur la partie cockpit, prolongateur et système d'hydratation en dernier. Ok, hyper intéressant. En fait, ce qui est fou là-dedans, c'est que bah, on n'est pas sur des choses qui sont en termes de budget inaccessibles. Il y a déjà des premières choses à mettre en place qui peuvent être faites assez rapidement. Typiquement, la paire de pneus, comme tu le dis, c'est un truc qui va être sous la centaine d'euros et qui va pourtant avoir un impact significatif. C'est l'étude posturale qui va permettre, en plus d'être emmenée sur des années, parce que elle n'est pas directement liée à un vélo, dans le sens où vous allez récupérer vos côtes. Vos côtes, elles bougent assez peu, alors il serait bon de les refaire tous les 5 ans, mais par contre, c'est un truc que vous allez pouvoir emmener sur vos prochains vélos et même si vous changez de vélo, vous pouvez faire régler ce vélo selon vos cotes. Donc il y a des trucs là-dessus qui sont pas inaccessibles en termes de prix, ni inaccessibles en termes de niveau d'expérience. Euh, Comme tu l'as dit, Max, en fait, voilà, il y a des bons réflexes à prendre dès le début. Alors oui, acheter une paire de pneus, c'est moins sexy que d'acheter une nouvelle montre ou une nouvelle paire de chaussures carbone, mais c'est quand même un des trucs qui a l'impact le plus significatif. Puis au-delà de ça aussi, on a aussi cet aspect bah, s'intéresser à son matériel et à cette recherche-là. Pour lui, en une journée, il a gagné quasiment 3 km/h et demi, 4 km/h de vitesse de déplacement, ou alors à 45 km/h, un gain de quasiment 40 watts. Ce gain de 40 watts, c'est peut-être quelque chose qu'on gagne avec un entraînement très sérieux en plusieurs années. Donc c'est quelque chose qu'il a gagné en une journée. Donc peut-être que cet aspect recherche est peut-être plus intéressant que l'entraînement lui-même. Ouais, en tout cas, c'est un bon complément qui nécessite pas de passer des heures et des heures sur son vélo, et qui peut être aussi pour vous qui nous écoutez, si vous êtes plutôt débutant, un investissement progressif, mais qui permet ouais, de sublimer ce que vous faites déjà à l'entraînement, qui vous permet de progresser déjà. Génial, merci Max. Je pense qu'on a fait un tour super complet du sujet. Si ça vous a intéressé, il y a eu pas mal d'infos. Comme je vous le disais, on va tout recompiler dans un article qui va paraître dans les prochaines semaines sur le blog d'opentree.fr. Si vous nous regardez en replay sur YouTube, peut-être que l'article sera sorti à ce moment-là. Dans ce cas-là, il sera juste en dessous dans la description. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence ce soir en live. Merci Max pour tout ce taf sur les recherches et sur la présentation de ces 9 conseils. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat avant de partir pour nous dire ce qui vous a plu et ce qu'on peut améliorer la prochaine fois. Et puis nous, on se dit à très vite pour un prochain live le mois prochain. Très bien, merci à vous.